Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Harlem Désir, notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Je rappelle que vous êtes chargé des affaires européennes, donc au gouvernement, et qu'évidemment, on va parler de la Grèce pour savoir ce qui va se passer dans les heures, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Un mot, et il est important concernant Charles Pasqua, parce que d'une certaine manière, c'était l'ennemi politique absolu de votre génération. Bon, disons que nous avons été adversaires, mais quand quelqu'un disparaît, il faut surtout lui rendre hommage. Il était un patriote, nous n'étions pas de la même famille de pensée politique, mais il avait été un jeune résistant. C'était un homme d'engagement, de courage, de fidélité au général de Gaulle, et qui était aussi un homme paradoxal, parce que moi c'est ce que j'ai vécu évidemment comme leader de mouvement de jeunesse, était très dur sur les questions de l'immigration. Peut-être qu'il a pensé pouvoir contenir aussi la montée du Front National, qui finalement, il le voyait, était une menace pour les gaullistes, pour les vrais républicains. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui quand même que... Sur le terrain de la dureté par rapport à l'immigration, et à d'autres moments, dans des accents de vérité, il avait eu le courage de dire que l'immigration zéro, ça n'existait pas. Il avait même osé parler de quotas, vous voyez, ce mot est pourtant difficile, en disant il faudra qu'on accepte d'accueillir tous les ans une certaine quantité de migrants. Mais vous êtes pratiquement dans le respect ce matin, alors que fondamentalement, à l'époque, c'était violent. Non, violent. L'homme du sac, ça, j'ai pas connu cette époque. Non, mais je veux dire, dans la caricature. Il y a eu les voltigeurs, il y a eu l'intervention dure contre le mouvement étudiant de 1986. Quand Emmanuel Cos dit ce matin, je ne me souviens pas du résistant, par contre, je me souviens. Mon souvenir, c'est d'abord et avant tout celui de Malik Oussekine. Est-ce qu'elle a raison pour vous, ou est-ce que, fondamentalement, c'est un manque de respect ? Non, je vous dis moi aussi, je pense à cela, évidemment, mais c'est un moment où il faut présenter ses condoléances à sa famille, à ses proches, à ceux pour qui il était un être cher, parce qu'il était aussi une figure militante et politique. Et je crois que lui-même s'est exprimé après sur l'affaire Malik Oussekine en disant que ça avait été pour lui aussi un choc. Mais vous êtes sincère en disant ça, ou qu'on puisse dire qu'il souhaitait évidemment qu'une telle chose arrive. Vous êtes sincère en disant tout ça, ou fondamentalement ce sont des mots d'un ministre à propos d'un ancien grand politique? C'est un grand politique. J'ai dit nous n'étions pas du même côté politique, nous avons été adversaires, ça n'empêche pas le respect pour l'homme, et même s'il y a eu des zones d'ombre, mais enfin il y a eu aussi des zones plus lumineuses pour lui. Harlem Désir, beaucoup d'interrogations concernant ce qui se passe en Grèce. Je rappelle que vous êtes évidemment chargé des affaires européennes au gouvernement. D'abord, ce soir, probablement ce défaut de paiement, je dis probablement parce que j'aimerais bien vous poser la question à vous. Est-ce que vous considérez, puisque vous occupez de ces affaires, que le défaut de paiement est déjà acté, et est-ce que vous pensez qu'à terme, comme le dit Benoît Cœuré ce matin dans les Échos, que la Grèce va sortir de l'Europe? Il y a un risque. À terme, ça va dépendre des décisions qui seront prises en Grèce. Aujourd'hui, il y a une échéance de remboursement très importante vis-à-vis du FMI. Et aujourd'hui, comme le président de la République l'a dit, la France est disponible pour reprendre des discussions, pour trouver une solution, pour réussir à mettre en œuvre cet accord qui avait été préparé par les institutions, c'est-à-dire en fait par la Commission européenne, la Banque centrale, mais aussi le FMI. Et la France a tout fait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait à la fois des financements, des soutiens à la Grèce, mais en même temps qu'il y ait des mesures de réforme, parce que c'est vrai que si la Grèce est dans cette situation, c'est pas la responsabilité du gouvernement actuel, mais c'est parce qu'à un moment, la gestion publique n'était pas crédible, parce que les impôts ne rentraient pas, parce que les dépenses étaient trop importantes. Mais il y a une chose que je comprends pas dans la position de la France et celle de François Hollande, c'est qu'au fond, on a l'impression que d'un côté, il est solidaire des grandes institutions internationales, il est solidaire de l'Europe, et de l'autre côté, disons, en le disant tout en le disant pas, il fait comprendre à Tsipras qu'il va plaider son dossier. Donc, il est avec qui? Il est avec Tsipras ou il est avec Christine Lagarde? Mais parce que nous sommes avec ce qu'est l'intérêt de la Grèce et du peuple grec et de l'Europe. L'intérêt de l'Europe, c'est d'avancer ensemble dans ces moments où il y a des défis qui sont d'abord ceux de l'économie, de la croissance. Et c'est cela qui a provoqué aussi cette crise politique en Grèce. C'est qu'il y a eu une période où le poids de la crise plus l'austérité ont fait que les citoyens n'ont plus cru
dans le projet européen. Et ils ont voulu un changement politique. Il faut tenir compte de ce qu'ils ont exprimé. L'Europe, c'est la démocratie. Mais il faut combiner. Mais vous répondez pas à ma question. Moi, je vous dis, parce que c'est pas du tout pareil. Le point de vue qui est celui de Christine Lagarde, on l'a entendu. Mais il y avait pourtant des négociations. Elle a dit, on discute pas avec des adultes, leurs propositions sont absurdes, etc. Je crois que c'était des propos vraiment inutilement arrogants, mais il y avait des négociations et elles étaient sur le point d'aboutir. Elles ont été rompues unilatéralement par une décision du gouvernement grec vendredi soir à minuit. Nous l'avons regretté parce que je crois qu'on était en train de trouver une solution qui combinait à la fois des exigences qu'avait exprimé le gouvernement grec, notamment de pouvoir discuter de la soutenabilité de la dette, du poids de la dette, pour qu'à long terme ne soit pas imposée de façon infinie une sorte d'austérité sur la Grèce. Et en même temps, il y avait des garanties qui étaient demandées par les créanciers, par les autres États de l'Union européenne, que la gestion en Grèce... Oui, mais attendez, que la gestion en Grèce soit sérieuse. Non, il y a un référendum qui porte d'ailleurs sur des propositions qui n'étaient pas forcément les dernières. Maintenant, ce référendum, c'est une liberté de la part de la démocratie grecque de décider de consulter ses citoyens. Donc nous respectons ce choix. C'est un choix souverain de la Grèce. Mais derrière ce référendum, et là, il faut que le vote des citoyens se fasse en toute lucidité, en pleine conscience de l'enjeu. Il y a effectivement la question de la place future de la Grèce dans la zone euro. De ce point de vue, ce que peut dire par exemple le membre du directoire de la Banque centrale européenne, Benoît Cœuré, est exact. Si un certain nombre de décisions étaient prises ou de choix étaient faits qui ne permettaient pas de revenir à une négociation, il y aurait ce risque. Nous pensons que la place de la Grèce, c'est dans la zone euro. On a l'impression d'un feuilleton qui n'en finit plus, même si la situation économique et la situation du déficit des paiements est absolument catastrophique. Donc vous vous êtes fixé, vous qui négociez avec eux, une date, une barre, ou on continue? Nous, à chaque instant, nous avons essayé de faire en sorte que puisse être trouvé un accord. Encore une fois, il y a eu une décision qui a été prise par une des parties. Y compris si le référendum aboutit à un non le week-end prochain. Et je pense très franchement, vous le dites vous-même, aujourd'hui il y a une échéance qui est très importante de remboursement d'un montant de 1,5 milliard vis-à-vis du FMI, qui fait courir à la Grèce le risque d'un défaut. Il serait préférable que maintenant soit repris la discussion qui permette d'apporter une solution. Ensuite, il y a un référendum. On verra ce que sera la situation en fonction du choix qu'auront fait les citoyens grecs. Et c'est vrai que c'est à eux de décider s'ils veulent que la Grèce reste dans l'euro ou s'ils veulent qu'elle en sorte. Nous pensons que l'intérêt de la Grèce, c'est de rester dans l'euro. Imaginons par exemple que les Grecs, dans un réflexe économique, disent au fond, oui, on accepte les projets qui nous sont proposés d'économie. Est-ce que ça veut dire que Tsipras, s'il ne gagne pas ce référendum, il faut qu'il parte? Bon, ça, c'est la politique intérieure grecque. Ça vous concerne. Oui, mais par définition, chaque pays vit dans ses règles démocratiques et c'est pas le gouvernement d'un autre pays. Non, ce que nous pouvons retenir comme hypothèse, c'est que le oui l'emporte. Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, ce qui va se passer pendant les jours qui viennent, c'est une campagne électorale sur un référendum qui doit permettre d'éclairer le sens de ce vote. Et on voit bien qu'il y a en Grèce des positions qui essayent de donner un sens. C'est souvent le cas avec un référendum. Les gens ne répondent pas forcément uniquement à la question posée. Et là, je crois que le sens... la question du départ de Tsipras, si jamais ce n'est pas le nom qui l'emporte. Bon, mais moi, je n'ai pas donné de consigne de vote parce que c'est au grec. Donner les consignes de vote. Oui, mais donc, est-ce que c'est une hypothèse que les négociateurs... Je n'ai pas semblé exercer une sorte de pression ou de chantage. Mais simplement, je pense qu'on... Mais c'est lui qui en exerce un chantage sur vous. Ce que je pense, c'est qu'on peut demander qu'il y ait de la clarification sur le sens de ce vote. Et la clarification, c'est qu'il s'agit d'un vote qui peut déterminer la place à l'avenir de la Grèce dans la zone euro. Or, je crois qu'il est mieux pour la Grèce, pour son économie, pour les aides dont elle a besoin, pour la modernisation de son économie, pour le retour à la croissance. Jean-Claude Juncker a rappelé hier qu'il y avait un plan que la France a vraiment voulu promouvoir, qui était proposé à la Grèce de 35 milliards d'investissements nouveaux dans des infrastructures, dans les réseaux d'énergie, dans les équipements universitaires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement la volonté de dire il faut faire des réformes en échange des financements pour pouvoir rembourser des échéances de prêts qui arrivent maintenant au FMI ou à la Banque centrale, mais d'avoir une perspective économique de long terme. Parce que ce qui permettra à la Grèce de sortir de la crise terrible, profonde dans laquelle elle est depuis 4 ou 5 ans, c'est de faire redémarrer son économie. Donc évidemment qu'il faut traiter les questions du budget, les questions de la mauvaise gestion publique. Donc il faut qu'il y ait une administration plus moderne, il faut que les gens payent des impôts, il faut que la TVA soit perçue, il faut qu'un certain nombre de catégories comme les armateurs apportent leur contribution. Mais il y a aussi un besoin d'avoir une perspective de redémarrage de l'économie, du tourisme, de la croissance. C'est très important pour nous tous, cette affaire de la Grèce, vous le savez très bien, à la fois pour l'avenir de l'Europe et en même temps pour l'avenir et pour les comptes des différents organismes internationaux. Par exemple, le FMI ne
crois pas une seule seconde que dans l'état actuel du pays, la réforme fiscale en Grèce va avoir lieu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Christine Lagarde dit « je voudrais discuter avec des adultes ». Les impôts rentrent moins bien qu'ils ne rentraient il y a encore un an. C'est pour cela qu'en échange des aides, de la solidarité, l'Europe a exercé sa solidarité et d'autres créanciers comme le FMI ont aussi accordé les prêts. Il y avait la demande qu'il y ait cette réforme de l'administration, qu'on s'assure qu'effectivement il y a un cadastre par exemple, qu'on s'assure que dans tous les commerces on fait payer la TVA, qu'on s'assure que on attend après le référendum ou on continue à négocier jusqu'au référendum? Bon, aujourd'hui, nous sommes prêts, nous, à tout moment, à ce que cette discussion reprenne. Mais maintenant, il y a un référendum, il a lieu dans 5 jours. Et évidemment, beaucoup va dépendre de ce référendum. Mais je crois que la Grèce continuera à avoir besoin de cet appui. Dernier point qui est évidemment de politique française. Tout à l'heure, on parlait ensemble de Charles Pasqua, qui, vous savez, en 92 a soutenu Philippe Séguin, donc en votant non au traité de Maastricht. C'est une thèse qui est aussi reprise par le Front National. Marine Le Pen est candidate dans le Nord aujourd'hui. Cette candidature est officialisée. Vous en pensez quoi dans ce contexte européen? Ce n'est pas une surprise. Il y a un premier sondage. Les sondages ne sont pas le résultat d'une élection, mais ils montrent que la gauche doit aller unie à cette bataille, surtout dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que si elle n'y va pas unie, elle sera très largement distancée et qu'elle ne sera pas en mesure de conserver la présidence de cette région populaire dans laquelle un très bon travail a été fait par le président de région sortant et dans laquelle je crois que il faut que les écologistes, les radicaux de gauche, les socialistes, tous ceux qui ont gouverné ensemble la région d'ailleurs et qui l'ont aidé à sortir là aussi d'une situation difficile parce que c'était une région de vieilles industries, de mines, etc. qu'il a fallu moderniser. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas qu'ils aillent séparer à cette élection. Mais c'est l'affaire des partis. Tout à l'heure, on parlait d'un conseil général. Pardonnez-moi, on parlait de votre passé, Harlem Désir. Pour les gens de gauche de votre génération, le Nord, c'était la région de Pierre Mauroy, c'était la gauche, c'était le symbole de la gauche en France. Ça l'est encore aujourd'hui? Oui, sauf que c'est le Front National qui risque de la région. Oui. Mais vous avez raison de dire que le département, lui, il n'est déjà plus à gauche. Donc ça montre que si la gauche... C'est pas un échec pour vous? Si la gauche... Je parle pas de l'Alliance. Mais attendez, d'abord, cette élection, elle aura lieu en décembre. Donc avant de savoir si c'est un échec, il faut travailler à faire un succès. Et pour faire un succès, il faut un projet, il faut un bon candidat, il a été désigné, et il faut une unité, elle est indispensable. Considérez que la candidate de gauche contre Marine Le Pen ou les candidats de gauche... Le candidat, c'est Pierre de Saint-Ignan. Et vous pensez qu'ils sont à la hauteur? Oui, d'ailleurs, quand dans les sondages qui ont été publiés ce matin, il y a une liste commune des socialistes, des écologistes et des radicaux de gauche, les scores sont serrés. Donc la bataille n'est pas jouée. Elle va dépendre des projets, d'abord pour la région, et encore une fois, du fait de ne pas se disperser et de ne pas avoir une confrontation de partis sur des questions politiques qui ne concerneraient pas l'avenir de cette région. Harlem Désir est notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI. On va retrouver avec plaisir Hélène et tous ceux donc qui font cette chaîne d'information. C'est Sophie Paulini que vous allez retrouver sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, Nicolas Bouzou accompagnera donc Philippe Tesson et Bruno Roger-Petit. On parlera de la Grèce et évidemment de Charles Pasqua. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci. Quand on est entre